Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance. Pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Dans ce jeu, votre seule mission est de tuer cette princesse devant vous. Vous ne savez pas réellement pourquoi, mais le jeu vous l'impose. Elle serait dangereuse. Il vous prévient qu'elle fera tout pour vous en dissuader. Elle vous charmera, vous mentira, vous menacera, vous piégera, Elle est en mode Hulk à un moment. voire même vous brisera. Si vous échouez, vous êtes envoyé quelques instants plus tôt pour tenter une nouvelle approche. Attends, mais what the fuck? Le jeu vous dit aussi qu'il s'agit pourtant d'une histoire d'amour. Derrière cette mécanique simple se cache en réalité une histoire très profonde. Elle est volontairement difficile à suivre au début, mais elle s'éclaircit au fur et à mesure. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler toute l'histoire de Slay the Princess. Ah non mais les gars, oui, on a loupé beaucoup de choses, hein. Même, t'as des messages, t'avais l'impression que c'était très premier degré, mais en fait, fallait le prendre au 3e ou au 4e degré, genre. Cette histoire commence avec une instruction simple donnée au protagoniste. C'est le narrateur qui la lui donne. On ne connaît pas sa nature à ce stade, si ce n'est qu'il n'est rien d'autre qu'une voix entendue dans la tête du protagoniste. Mais pourquoi le corbeau d'ailleurs pour le narrateur, les mecs? C'est quoi la métaphore avec le corbeau en fait? Que représente le corbeau? C'est quoi le synonyme? Enfin, c'est quoi la représentation du corbeau, les mecs, dans la vie en règle générale? Je sais que le corbeau observe tout, mais c'est le vice. Que le corbeau, il avait une représentation par rapport à la mort. Je sais que par exemple, à l'époque de la peste, il était utilisé dans la mort. Au moins, y a pas que ça, non? On va taper ChatGPT en vrai. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. J'aimerais savoir que représente le corbeau. Le corbeau est très symbolique dans de nombreuses cultures. Il est souvent associé à la sagesse, à la transformation ou encore à la malchance. En fonction du contexte, il peut être vu comme un messager ou un guide spirituel. Pourquoi cette question? Est-ce que dans certains cas, il peut représenter la mort ou pas du tout? Oui, dans plusieurs traditions, le corbeau est parfois lié à la mort ou à des présages funestes. Cependant, il peut aussi symboliser la renaissance et le renouveau. C'est un symbole très riche et complexe. Tu t'intéresses à un aspect en particulier? Pauvre ChatGPT, je lui ai mis que des vents, les gars. La renaissance, les gars, le renouveau. Donc le fait cyclique qu'on renaisse de nos cendres à chaque fois comme un phénix, quoi. Au milieu d'un sentier en pleine forêt, un chalet se dresse au bout du chemin. Dans le sous-sol de ce chalet se trouve une princesse. Notre mission est de l'oxyre, qui veut dire la tuer. Si on ne le fait pas, la fin du monde se produira. Dès lors, une série de choix s'offre à nous pour en savoir plus sur ce que ça signifie. Le narrateur répondra d'une façon presque sarcastique la plupart du temps lorsqu'on lui demande ce qu'il entend par fin du monde ou par princesse. La fin du monde, c'est littéralement la fin du monde. La fin de tout, le vide, le néant. Une princesse, c'est une princesse. Une souveraine, une héritière d'un trône si l'on préfère. Il rappelle que le protagoniste est là pour la tuer. Rien de plus et rien de moins. Il n'a pas besoin de savoir d'où il vient ni pourquoi il est dans ce sentier parce que ça ne changera en rien au but d'aujourd'hui. Il doit juste tuer la princesse pour empêcher la fin du monde. Le protagoniste entend aussi une autre voix différente de celle du narrateur, celle du héros. Elle cherche toujours à faire ce qui est juste. Elle se méfie du narrateur et ne prend pas pour argent comptant ce qu'on lui demande de faire. Elle incarne assez bien notre ressenti, nous joueurs. Bien que sceptique, ce protagoniste suit le sentier menant au chalet. Le narrateur le met en garde une dernière fois contre la princesse. Elle fera tout pour le persuader de ne pas la tuer. Il ne faut en aucun cas l'écouter parce qu'elle est manipulatrice et surtout dangereuse. Ouais, même la DA, les mecs, maintenant que je regarde le jeu, alors qu'en vrai j'y ai joué pendant 4 heures, la DA elle était trop cool, hein. Repose une lame. Le narrateur nous invite évidemment à la prendre pour faciliter la mission. Dans le doute, on s'en empare. On ne sait jamais de quoi cette terrible princesse est capable. Le protagoniste descend les escaliers jusqu'à se retrouver face à elle. La princesse aperçoit immédiatement la lame et se met naturellement sur ses gardes. Elle s'avère être le parfait cliché de ce que l'on imagine d'une princesse. Une longue chevelure blonde, bien coiffée, une robe élégante et même une petite couronne. Elle semble incarner la délicatesse même. Et pourtant, elle est enchaînée par le bras retenu par une lourde chaîne. Encore plus étrange, elle ne montre aucune peur. Elle sait que nous sommes là pour la tuer et pourtant elle est plutôt confiante. Le protagoniste l'interroge pour comprendre pourquoi elle voudrait la fin du monde. Elle lui répond que jamais elle ferait ça. Elle aime le monde dans lequel elle vit et espère justement sortir d'ici pour retrouver le plaisir de vivre. Et puis si elle était réellement capable de détruire le monde, pourquoi serait-elle dans ce chalet perdu au milieu de nulle part sans surveillance? Elle propose qu'on la libère pour discuter dans de meilleures conditions. Les clés pour la détacher se trouvent plus haut dans le chalet. Le narrateur refuse catégoriquement. Il verrouille la porte du sous-sol. Il nous enferme avec elle jusqu'à ce que nous accomplissions notre tâche.
Le narrateur peut donc physiquement influencer les événements. Il n'est pas simplement là pour décrire l'histoire. Ça, tu vois, par rapport au concept du jeu, j'ai trouvé ça incroyable en vrai. Alors, le seul truc, après c'est peut-être moi, mais dès le départ, tu sais que le narrateur il est pas avec toi. Y'a aucun moment, les gars, où je me suis laissé influencer par le narrateur, genre. Alors une autre solution pour être libéré. Lui couper le bras. Elle n'émet aucune douleur ni peur pendant l'opération. Elle finit elle-même ce qui doit être fait pour sortir de là. Le narrateur refuse à nouveau. Il prend le contrôle du protagoniste pour qu'il saisisse la lame et la tourne vers la princesse. Tous les choix mènent à tuer la princesse sauf un seul. Le protagoniste l'avertit et elle échappe à un coup qui lui aurait été fatal. Sans trembler une nouvelle fois, elle récupère la lame pour éliminer son sauveur. Elle est certaine qu'ils se reverront dans une autre vie. Elle le regarde perdre la vie jusqu'à la fin. Ça aurait été tellement bien qu'on ait la pauvre de la princesse, les gars, je vous jure. Hein. La pauvre de la princesse aurait été un banger, frère. Ainsi commence le deuxième chapitre. Le prisonnier. Le protagoniste se retrouve dans le même sentier et le narrateur lui répète exactement les mêmes mots. Le chalet, la princesse, la fin du monde. Mais cette fois-ci, le protagoniste se souvient parfaitement que ce moment a déjà été vécu. Le narrateur, lui, n'a aucun souvenir. Ceci n'est pourtant absolument pas une boucle temporelle. J'y reviendrai plus tard, mais ceci est une autre réalité bien distincte de la précédente. Oh. Certains éléments ont changé. Le premier est l'ajout d'une autre voix que le protagoniste peut entendre. Celle de l'incrédule. Cette voix ne fait confiance ni au narrateur ni à la princesse qui l'a tué. Elle est une conseillère pour le protéger et éviter que l'histoire ne se répète dans ce nouveau monde. On avance à nouveau sur le sentier jusqu'au chalet. Lui aussi est différent. Il est plus austère et ressemble plus à un donjon. La lame est toujours posée sur une table, mais cette fois-ci en acier. T'as jamais eu l'incrédule? On l'a eu au début, non? On l'a eu au tout début, je crois. C'est le premier mec avec qui on a parlé, je crois. C'est un mec qui était un peu chétif et tout, il avait peur. Parano? Ok. Un autre élément a aussi été ajouté. Un miroir à gauche de la porte. Le miroir, par contre, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Le narrateur ne le voit pas. Il ne voit qu'un mur à la place. La curiosité du protagoniste le pousse à voir son reflet. Lorsqu'il tente d'essuyer la poussière, le miroir disparaît pour ne laisser place qu'à un mur. Le narrateur ne ment donc pas. On comprendra ce phénomène plus tard lorsque nous aurons assez d'informations. Cela permet néanmoins de voir le bras de celui qu'on contrôle. Une main bestiale avec des griffes et une peau écailleuse. On remarque même des plumes, ce qui laisse supposer qu'il est une sorte d'oiseau. On dirait un point un dragon ou une harpie, les mecs. Qu'il en soit, il attrape la lame et se dirige vers le sous-sol où se trouve la princesse. Cette fois-ci, elle est enchaînée par de multiples chaînes. Ah ouais, on n'a pas eu ça, c'est comme si ce détail a été ajouté intentionnellement pour empêcher sa libération en lui tranchant juste un bras. La princesse, elle aussi, se souvient de ce qu'il s'est passé dans le monde précédent. Elle devine que nous sommes toujours là pour la tuer. Et en effet, au vu de ce qu'elle a fait, le protagoniste ne prend plus de risques et décide de l'éliminer. Pour se défendre, elle enroule les chaînes autour de ses mains et les deux se battent jusqu'à ce qu'un vainqueur se désigne. Elle se défend bien, mais le protagoniste réussit finalement son coup. What? Elle finit par mourir. Si dans sa run il craque direct, frère. Moi, mais c'est horrible de la tuer, genre. On le félicite. Grâce à lui, le monde a été sauvé. Une énorme récompense l'attend à l'extérieur. Cette récompense, c'est le vide, le néant, le rien. Le monde tel qu'il a été connu n'existe plus. Le temps a disparu, la mort a disparu et plus rien n'existe. Pour le narrateur, ceci est le bonheur ultime. Une vie éternelle et stable. Voilà, c'est la bonne fin du jeu. Tout le monde a été sauvé et le joueur est félicité. C'est réel, ça? Attends. Ça, là? Donc là, je l'aurais planté, j'aurais eu ça, là. Non, mais les mecs, j'ai bien fait de pas la planter. Parce que j'aurais eu ça, j'aurais pété les plombs, les gars. J'aurais câblé, frère. On dirait c'est un gamin de 5 ans en grande section de maternelle qui a mis Good Ending, c'est bien. Ça sauvé tout le monde, youpi. Et derrière, tu mets le générique des barbes à papa, genre. Le protagoniste refuse ce bonheur, bien entendu. Il est monotone et ennuyant. Une éternité de rien. Il sait ce qu'il doit faire pour recommencer. Sauter la vie avec sa lame pour faire d'autres choix dans un autre monde. C'est ce qu'il fait à la grande incompréhension du narrateur. Ça nous conduit au chapitre 2, le spectre. Une nouvelle voix se rajoute, celle de l'insensible. Elle apparaît à chaque fois que nous faisons un choix logique basé sur la raison et non sur l'émotion. Une nouvelle fois, ce nouveau narrateur ne se souvient de rien et répète le même dialogue. Le protagoniste retourne dans le sous-sol du chalet pour découvrir les conséquences de ses actes. C'est bien parce que c'est que des trucs qu'on n'a jamais vus nous, donc c'est Il parfait. découvre que la princesse est morte depuis tellement longtemps qu'il est impossible de dater sa mort. What? Dans l'instant d'après, son esprit émerge de son crâne.
What? On comprend définitivement que les décisions passées influencent les événements futurs. Le protagoniste tente de la tuer à nouveau, mais ça n'a aucun sens. Elle est déjà morte. Ça amuse la princesse et, voyant qu'il persiste dans son idée de la tuer, elle lui arrache le cœur et met un terme à ce chapitre. Terrifiant, les gars. Terrifiant. Le voilà au début d'un autre chapitre 3. Attends, et pourquoi il a un chapitre 3? Il est intitulé La Revenante. Cette fois, c'est la voix du revanchard qui est présente. Elle est animée par le seul désir de vengeance. Le sentier menant au chalet est totalement différent. En chemin, le narrateur et le protagoniste se chamaillent sur la manière de tuer un esprit censé être déjà mort. La conversation n'est même plus logique. L'intérieur du chalet ressemble désormais à un long couloir étroit et presque hanté. Un miroir est placé devant la porte que le narrateur ne voit toujours pas. Comme la dernière fois, il disparaît dès que le protagoniste le touche. Avant même qu'on prenne la décision de descendre, la princesse sous sa nouvelle forme nous attrape. Les mecs, on a tellement pas vécu la même chose, frère. En fait, tu la fumes, ça devient un putain de jeu d'horreur. Explique qu'elle est hostile parce que nous avons persisté dans l'idée de la tuer malgré le fait qu'elle ait déjà été tuée une première fois. Elle possède le protagoniste pour enfin sortir de là grâce à son corps physique. Ah, mais en fait, c'est ça, on dirait un murloc, les mecs, hein. Juste après avoir franchi la porte, une entité aux multiples mains la réclame. Ah, ça, on connaît ça. On peut l'interroger sur qui elle est et ce qu'elle veut. Elle reste très vague sur sa nature, mais elle explique qu'elle cherche à rassembler tous les réceptacles en elle. Toutes les formes de la princesse, car chacune d'elles lui offre une nouvelle perspective. Une nouvelle vérité difficile à appréhender sur le monde et sur l'entité qu'elle est elle-même. Elle ajoute aussi que le réceptacle qu'on lui offre aujourd'hui est rempli de haine et de solitude, ce qui en fera une âme ambitieuse. En résumé, cette entité ne se comprend pas elle-même. Elle ne connaît ni sa nature ni son but. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle a besoin de réceptacles pour se compléter. Ce sont toutes les formes de la princesse qui, chacune, représente un concept. Une fois qu'elle les aura toutes, elle pourra accomplir ce qu'elle est censée accomplir. Elle provoque la mort du protagoniste pour l'envoyer au chapitre 1. Le voilà dans un nouveau monde identique au précédent où aucun choix n'a encore été fait. Pour une fois, ni le protagoniste ni la princesse ne se souviennent de ce qu'ils ont vécu. Le jeu nous offre donc deux directions, soit faire ce que veut le narrateur, donc tuer la princesse et obtenir une éternité de rien, soit suivre l'entité et lui donner tous les réceptacles pour se compléter mais sans savoir quelles en seront les conséquences. Quoique, il y a une autre possibilité, refuser l'un et l'autre. Le protagoniste peut, s'il le veut, quitter ce sentier et simplement rentrer chez lui. En vrai, chat, je vous ai pas demandé, mais c'était quoi la princesse que vous avez le plus kiffé? On en a quand même eu des stylés, hein. Celui avec le vide, il était stylé. Ouais, en vrai, ouais, celle de l'amour, elle était cool aussi, les mecs. Hein. Ouais, dans celle que j'ai fait, ouais. L'amoureuse, c'était incroyable. J'avoue, l'amoureuse, c'était la meilleure. Alors, le vide, le concept était what the fuck. Et celle qui était amoureuse, elle était vraiment cool, quoi. Il fait demi-tour et il se retrouve devant le chalet. Il y avait une petite romance, Une quoi. sacrée coïncidence pour le narrateur qui devient vraiment ironique. Le protagoniste refait demi-tour et pour la deuxième fois, il est reconduit au chalet. Le narrateur décrit la scène de sorte à ce que tous les chemins mènent au chalet. On refait encore demi-tour et cette fois-ci on se retrouve face à une multitude. Ça c'était super bien fait les mecs. Hein. Le fait de repasser au même endroit sauf qu'on rajoute un petit détail dans le background. On refait encore demi-tour et cette fois-ci on se retrouve face à une multitude de chalets. Ça c'était vraiment incroyable. Chaque fois qu'on regarde dans une direction, il y en a un autre. Chacun nous mène à la même princesse qu'on doit tuer. Si on refait encore demi-tour, le narrateur met un terme à ce chapitre pour entamer un deuxième. Cette fois, il fait en sorte qu'il y ait des murs partout qui conduisent tous vers le chalet et nulle part ailleurs afin que nous n'ayons plus le choix. Bien, nous n'avons plus qu'une chose à faire. Explorer toutes les voies offertes par le jeu afin d'obtenir tous les réceptacles nécessaires. Mais what the fuck? C'est quoi ces formes terrifiantes de la princesse là? Pour compléter l'entité. Il y a un nombre très impressionnant de choix et chacun mène à des routes différentes selon nos décisions. Chaque route apporte des résultats différents bien entendu. Dans certaines routes, on peut revenir en arrière pour entamer une autre même si la première a déjà été entamée, mais ça limitera pas mal les possibilités. Par exemple, si on prend la lame avant de descendre voir la princesse, on ne pourra plus la faire disparaître de nos mains une fois en bas. Les routes qui en découleront seront forcément plus axées sur le conflit. Pour une meilleure fluidité, je vais me concentrer sur le résultat de ces routes plutôt que sur le chemin pour les débloquer. C'est ce qui nous intéresse réellement pour comprendre cette histoire. Commençons avec les routes où l'on prend la lame avant de voir la princesse. Le premier échange est fatalement toujours tendu parce qu'elle voit la lame et comprend qu'on veut la tuer.
Il y aura toujours une discussion où elle tentera de comprendre pourquoi et essaiera de nous convaincre de revenir sur cette décision. L'une des premières options est de refuser de libérer la princesse et aussi refuser de la tuer. Dans ce cas, le protagoniste place la table devant la porte pour la condamner et empêcher la fin des temps sans se salir directement les mains. Après quelque temps, la princesse parvient à se libérer sous une autre forme. Elle est enragée par l'idée qu'il ait voulu l'abandonner ici. La peur tétanise complètement le protagoniste jusqu'à ce qu'il devienne incapable de bouger. Il finit par mourir d'un arrêt cardiaque. Dans le chapitre suivant, elle change encore. Elle est encore plus terrifiante et encore plus déterminée à Attends, mais en fait, les... Wesh, les deux premiers, c'est les deux qu'on a fait. ravager le monde une fois sorti d'ici. Avant de provoquer un autre arrêt cardiaque, la voix du paranoïaque prend le dessus. Elle répète en boucle le nom des organes pour maintenir le protagoniste calme et rationnel. Elle les répète jusqu'à ce que le protagoniste reprenne ses esprits. La princesse explique alors qu'elle est ce que le protagoniste imagine qu'elle soit. Aujourd'hui, elle est terrifiante parce qu'il est submergé par la peur depuis le chapitre précédent. Elle dévoile son visage et la terreur plonge le protagoniste dans un monde intermédiaire. Attends, mais non, on n'a pas eu ça, hein. Elle a jamais montré son visage, hein. Dans celui-ci, la princesse elle-même est montrée terrifiée. Le narrateur met fin au chapitre avant qu'on puisse discuter avec elle. Il entame Par rapport au celui de la chemin, clarté. les gars, en fait. En s'approchant du chalet, la princesse sort d'un... Attends, mais je vais péter les plombs, mais what the fuck? En la voyant, sa terreur ne devient que plus palpable malgré le fait qu'il sache qu'elle est ce qu'il imagine qu'elle soit. Il fait le choix de lui tenir la main pour l'apaiser. Cette action fait réapparaître l'entité qui vient réclamer ce nouveau réceptacle. What the... Ah mais attends, mais les gars, mais en fait, mais moi, mais j'ai eu la choc, là. Hein. Que j'avais une chance sur 3 d'avoir un chemin qui, bah au final, on a pris le chemin de gauche et on n'a pas eu trop de problèmes. Hein. J'ai toujours réussi à la calmer, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai réussi dans un jeu. Les prochaines routes s'obtiennent lorsque le protagoniste n'hésite pas à tuer la princesse dès qu'il la voit sans discussion. Il prend même la peine de vérifier qu'elle est bien morte une fois sa tâche accomplie. Ah ouais, non, c'est un psychopathe en fait. En conséquence, dans le chapitre suivant, le chalet devient plus tranchant. Oh, La princesse devient plus joueuse. Bien qu'il soit évident qu'elle cache quelque chose derrière son dos, elle affirme pourtant que ce n'est pas du tout le cas. Une longue conversation s'enchaîne au cours de laquelle elle tente de nous persuader de laisser tomber notre lame. Et quand tu la tues, c'est vraiment pas la même ambiance. Hein. Nous, à l'inverse, on essaie de la convaincre de nous montrer ce qu'elle cache, mais ça n'aboutit à rien. Voyant que ça mène nulle part, elle décide de nous éliminer. Elle révèle ses lames, chacune cachée sous sa chair comme si elle faisait partie intégrante d'elle-même. Oh, dégueulasse. Elle s'amuse un peu avec le protagoniste avant de le tuer. Dégueulasse. Elle est une conséquence de l'avoir tué si brutalement dans le chapitre précédent. Dans le chapitre suivant, le chalet est encore plus dévasté. La princesse se rappelle très bien du dernier duel remporté et espère juste qu'on fera mieux cette fois. Elle dégaine ses lames et c'est encore la mort. Vous savez, on dirait quoi? On dirait des cauchemars, mec. On a tous eu à un moment dans notre vie un petit némésis, tu sais, quand t'étais petit. Un vieux cauchemar, et à chaque fois il venait tout le temps. Ça se trouve, toi, ton cauchemar c'était Choupi, frère, tu sais pas. Et il venait tous les soirs, Choupi, il venait te tuer. Bah là, c'était la même chose en fait. La princesse, c'est ton cauchemar. Dans le dernier chapitre, elle promet une mort définitive car elle va tout donner. Son corps de princesse se déforme pour devenir elle-même un squelette de l'âme. Il ne reste plus que son cœur apparent. What? Un très long duel s'enclenche où le protagoniste fait taire toutes ses voix intérieures pour se concentrer exclusivement sur le combat. Mais là c'est un RPG, Ils finissent hein. par se blesser mortellement tous les deux. En conséquence, l'entité vient la prendre. Sachant la férocité de ce réceptacle, elle deviendra une âme indomptable. Ah, une âme indomptable carrément? La prochaine version est l'une des plus emblématiques. Elle est obtenue si nous prenons la lame, que nous la libérons et que nous refusons de la tuer. En conséquence, dans le chapitre suivant, le chalet prend l'apparence d'une vraie tour. La princesse ici est rayonnante. Attends, moi parce que moi je l'ai pas planté, hein, mais j'ai pas eu ça. Elle est obtenue si nous prenons la lame, que nous la libérons et que nous refusons de la tuer. En conséquence, dans le chapitre suivant, le chalet prend l'apparence d'une vraie tour. La princesse ici est rayonnante de puissance. Elle on dirait un lévite et une perso aura Marvel. presque mystique l'entoure. Elle semble être presque une divinité. Ah, fallait la prendre au début, c'est pour ça, ben oui. C'est en fait, dans la temporalité qu'on avait eue, je l'avais pas prise. Et le narrateur m'avait obligé à l'utiliser, les gars. Il me l'avait envoyé, je crois que c'était dans ce truc-là. Pas mal de ses chaînes, car elle sait pertinemment qu'elle peut les briser en un battement de cils. L'attention que nous lui avons portée l'a rendue arrogante. Elle a du flow de 500, perçoit les comme gars. inférieure et indigne de se considérer comme son égale.
Elle exige que son adversaire mette un terme à sa vie pour faire taire la voix du narrateur et c'est ce qu'il fait. Mais c'est une boucherie, hein. Ceci débloque la voie de l'apothéose. Sa seule volonté divine a réussi à convaincre le protagoniste de se soumettre. Elle émerge du sol et se redresse face au monde pour le faire plier à ses volontés. Elle est incroyable. L'environnement tombe en ruine et les vivants où qu'ils soient se prosternent. Elle accepte de nous considérer si jamais on la libère. En réponse, le protagoniste peut, s'il le veut, la combattre et réussira même à la blesser, mais ça ne changera pas le résultat. Les mains viennent toujours la prendre. L'arrogante déesse avoue que... Non, elle est incroyable cette forme. Hein. Finalement, que ce soit elle ou lui, ils se font toujours du mal l'un l'autre. Ces paroles font réaliser au protagoniste qu'il est lié à elle et inversement. Un étrange sentiment les fait se sentir comme s'ils avaient été proches autrefois. Ils sont même certains de ça. Ça nous apprend que les deux étaient liés autrefois, mais pour une raison inconnue, ne s'en souviennent plus. Les mains avouent que ce réceptacle était proche de l'ascension, mais il est incomplet. Il en fera une âme à la fois divine et terrifiante. Il existe une sous-route où il est possible d'empêcher son ascension. Pour l'obtenir, il faut refuser de se soumettre dans le chapitre précédent. En réponse, elle prend le contrôle de son adversaire pour le forcer à se détruire lui-même. Elle le laisse à peine en vie pour le faire réaliser sa bêtise d'avoir voulu se rebeller. Après un certain temps, elle s'approche pour lui tendre la main, reconnaissant qu'il peut finalement être docile. Elle lui propose une place en sa compagnie en tant qu'esclave. Le protagoniste profite de l'occasion pour lui trancher les tendons de sa cheville. Ça me fume parce que dans cette temporalité, le mec il fait que des choix agressifs. Elle perd l'équilibre et la poignarde. Ah oui! Ça ne fait presque rien à son corps divin. Elle l'achève dans l'instant d'après, ce qui met un terme à ce chapitre. Cet acte a toutefois amoindri, voire souillé son caractère divin car elle s'est sali les mains. Elle va devenir autre chose, mais certainement plus une divinité. En fait, quand tu fais des choix agressifs, t'as 3 chapitres. Moi, j'ai jamais dépassé chapitre 2. Hein. Tout le sentier devient un amas de chair sanguinolente et le chalet en fait autant. La princesse elle-même est recouverte d'une robe faite de sa propre chair. Elle est aveuglée par la colère d'avoir été privée de son ascension. Elle torture sans aucune retenue celui qu'elle juge responsable de son état. Inutile d'essayer de s'excuser, ça ne fonctionnera pas. À chaque fois que le protagoniste est brisé, elle reconstitue son corps pour le torturer à nouveau. C'est effrayant, c'est terrifiant les gars. À chaque fois qu'il perd sa combativité, elle la ravive pour le voir souffrir. Elle le torture encore et encore sans jamais se lasser. Heureusement, les mains finissent par la prendre. Avant de disparaître, elle glisse des excuses timides. Selon l'entité, ce réceptacle est comme un souvenir de sa vie d'avant lorsqu'elle était blessée. Même si c'est elle qui infligeait les coups, c'est en réalité aussi elle qui se brisait. N'oublions pas que pour avoir ce réceptacle, il fallait d'abord l'épargner puis la priver de son ascension. Il y avait de l'empathie et de la passion au flux en elle. Elle deviendra une âme abîmée. Nous revoilà au chapitre 1, restant dans la brutalité un moment. Cette fois-ci, le protagoniste prend la lame mais n'essaie pas de la tuer tout de suite. Après la discussion, il attaque par surprise sous l'influence du narrateur et elle riposte. Cette fois-ci, c'est lui qui réussit à la tuer. Ça conduit à une forme encore plus bestiale, moins extrême que la version précédente qui était presque une divinité, mais celle-ci combat physiquement point contre point pour se venger de ce qui lui a été fait. Elle se moque de sa liberté. Peu importe la riposte de son adversaire, elle finit par le lacérer et le dévorer. Mais enfin, on a eu encore un truc différent, nous. Hein. Ça veut dire que même la bête, j'ai réussi à la calmer, les gars. Dans le dernier chapitre de cette version, elle devient prédateur féroce. Le chalet est désormais appelé la tanière. Inutile de faire le mort car ses yeux et ses sens lui permettent de détecter le moindre battement de cœur. Elle tranche chaque parcelle du corps de son adversaire jusqu'à ce qu'il ronde son dernier souffle. Oh, dans d'autres versions, elle le dévore comme une proie. Voilà. Alors qu'il attend sa lente décomposition dans son estomac, elle lui fait une confession. Quelqu'un la détient prisonnière ici pour une raison qu'elle ignore. Elle peut quitter ce lieu uniquement avec le protagoniste. C'est pour cette raison qu'elle lui demande à chaque fois l'autorisation de briser ses chaînes et de l'escorter jusqu'à l'extérieur. Elle pourrait le faire seule, mais une chose l'en empêche. Le protagoniste finit par mourir à cause des sucs gastriques de la bête. Dans une autre version, il se bat avec elle avec sa lame et réussit même à lui porter un coup. Dans ce cas seulement, les mains viennent la prendre. La bête se réjouit d'être enfin libérée.
Ah bah attends, mais non, mais moi je l'ai pas blessé, hein. Moi, elle m'avait avalé, parce que j'avais rien pour me défendre, j'ai tapé là de suite avec lui. Et après, je lui ai dit, ouais, bah vas-y, mais... Vas-y, fais pas ta... Recrache-moi. Et elle m'a recraché. Son instinct de prédatrice fera d'elle une âme rusée. Moi, j'ai pas... Moi, j'étais en mode... Avant de terminer les avec gars. ce réceptacle, il y a une dernière information à tirer. Il est possible de lui trancher les organes lorsque le protagoniste est à l'intérieur. Atroce. Ça débloque alors un chapitre secret. Cet endroit est appelé le tissu de la réalité. La princesse s'adresse directement au protagoniste. Elle lui explique que ce lieu est un écho d'eux-mêmes. Et ici, ils ne font qu'un. Et oui, il faut garder en tête que le protagoniste... C'est une boucherie quand tu te balades avec ton couteau. Hein. se trouve dans son estomac actuellement, d'où pourquoi ils sont ici. Elle continue en expliquant qu'ensemble ils ont formé un tout autrefois. Un tout insondable qui dépasse de très largement leur compréhension actuelle. C'est le narrateur qui les aurait séparés dans le seul but d'annuler la puissance de leur unité. Elle est dévastée que cet état ne dure qu'un temps et que bientôt ils vont retrouver leurs conditions ridicules. Elle dans le chalet, lui essayant de la tuer. Le narrateur entend tout et persuade aussi fort qu'il le peut de ne pas l'écouter. Elle le manipule pour son propre intérêt. Il n'y a qu'à voir de quoi elle est capable. Pour prouver sa bonne foi, la princesse lui montre un fragment de ce qu'ils étaient autrefois. La princesse, Un elle vient. lieu auquel leur essence appartient et qui les appelle au-delà du tissu de la réalité qui obscurcit leur vision. Ils entrent tous les deux dans un état de parfaite harmonie en le voyant. La vision leur est aussitôt arrachée, ils retournent dans l'affreuse réalité. Les mains prennent Ça, ce c'était la fin que j'ai eu, ouais. Ça. nouveau réceptacle pour en faire une âme curieuse. Le protagoniste peut aussi refuser ce monde et cette union supposée. Il retourne juste dans la réalité pour éliminer cette princesse bestiale. Il va falloir compléter l'entité pour en apprendre plus. Il existe une deuxième variante de cette princesse. Elle survient lorsque le protagoniste lui propose un combat médiocre ou choisit de fuir dans le chapitre précédent. En réponse, il la voit encore plus terrifiante et presque draconique. What? Une nouvelle fois, elle se fiche de sortir car ce qu'elle veut, c'est dominer l'autre. La bonne façon d'en venir à bout est de se battre. On lui inflige que des dégâts mineurs, mais c'est toujours mieux que la fuite qu'elle déteste. Ça nous conduit au chapitre suivant où il n'y a que plus de combats. Elle a tellement de flow. Elle finit par briser le chalet et en sortir. Un très long duel se déroule partout dans la zone jusqu'à ce qu'elle commence à s'épuiser. Son adversaire en profite pour lui porter un coup avec sa lame. Les mains viennent la prendre pour en faire une âme ardente. Une âme qui a toujours lutté pour s'améliorer. Elle s'est améliorée, elle, et a aussi permis au protagoniste de progresser au fil des combats. Nous avons maintenant vu toutes ces formes résultant de la prise de la lame avant de descendre dans le sous-sol. Ça a toujours conduit à une princesse hostile dès la première interaction. Voyons celle qui s'obtient Celle avec les lames, elle était terrifiante. Hein. en allant à sa rencontre désarmée. La première chose à noter, c'est que son dialogue est radicalement opposé. Elle est tout de suite plus amicale et moins sur ses gardes. Elle le sera encore plus si le protagoniste fait tout pour la sortir de là en résistant aux demandes du narrateur. Elle est alors sincèrement touchée et se détache elle-même pour ne pas ennuyer son sauveur. Comme toujours, elle s'arrache un membre dans la plus grande sérénité. Le narrateur saisit l'occasion pour faire apparaître la lame dans le sous-sol. Il veut qu'on en finisse avec elle Ça on avant connaît qu'elle se les gars, ça on libère. connaît. On utilise la lame pour finir le travail de la princesse et abréger ses souffrances. En fait, je m'étais rebloqué dans cette temporalité, je m'étais rebloqué là-dessus. Hein. Le narrateur nous force à nouveau en prenant le contrôle du protagoniste pour attaquer la princesse par surprise. On peut une nouvelle fois l'avertir pour la sauver. Dans ce cas, elle se contraint à prendre le poignard et nous exécute tout en s'excusant. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en nous. En conséquence, nous sommes récompensés par un chapitre où elle est encore plus adorable. Elle devient le stéréotype même de la princesse. Très douce, sensible, parle poliment et est préoccupée par une seule chose. En fait, je suis vraiment ce gars chill, les gars. Notre bonheur. Son poignet devient tellement fin et délicat que finalement les chaînes s'enlèvent toutes seules. Elle nous remercie de l'avoir sauvée. Elle nous propose de sortir de là et bien sûr on accepte. Une petite romance devient même envisageable. Je suis un canard, ouais, clairement. Une fois dehors, elle est émerveillée par la beauté du monde. Sa joie ne dure pas longtemps parce que les mains viennent la prendre. Elle deviendra une âme délicate et dévouée. La princesse sorcière est débloquée si le protagoniste la trahit après l'avoir sauvée en cédant au contrôle du narrateur. Il lui porte un coup de poignard fatal qu'elle n'attendait pas. Dans le chapitre suivant, elle adopte Ça, une on a nouvelle eu apparence et un nouveau caractère.
Naturellement, elle devient beaucoup plus méfiante et lui en veut de l'avoir trahi. Elle le renifle à chaque instant en signe de méfiance. Elle reprend son objectif initial qui est de sortir d'ici, mais elle n'est pas contre le fait de le faire souffrir avant. Au fil de la conversation, on comprend que tout ça n'est qu'une façade, une défense pour créer une distance émotionnelle avec celui qui la trompait. Les mains viennent la prendre à ce moment-là pour en faire une âme vertueuse, une âme qui a goûté à la déception et en même temps à l'espoir. Dans une autre version, nous pouvons nous racheter. Pour ça, il faut lui donner la lame pour retrouver sa confiance. Elle n'hésite pas une seconde et nous poignarde. On meurt et un nouveau chapitre commence. Oh, Dans celui-ci, elle elle est pleure. rongée par les remords. Elle regrette d'être tombée aussi bas en voulant Attends, mais le jeu, mais il est super bien écrit, hein, les gars. se venger sans chercher à comprendre l'influence du narrateur. Les deux se pardonnent et ça débloque une nouvelle voie. Cette fois-ci, elle se trouve dans une prison d'épines tenant une lame dans ses mains. Elle se sent coupable de nous avoir tués. Les épines agissent comme son châtiment. Son seul désir est que cette animosité cesse. Le protagoniste accepte de la libérer et tous les deux sortent finalement de là. Toutes les épines disparaissent pour ne laisser place qu'à une vaste étendue de roses. Oh, c'est beau, elle est belle celle-là. Hein. Alors qu'ils discutent sur ce qu'ils devraient faire pour la suite, les mains viennent la prendre. Elle deviendra une âme prudente. Eh bien voilà, on se rapproche de la fin. De nombreuses âmes qui sont des aspects différents de la princesse ont été intégrées à l'entité. En réalité, pour la compléter véritablement, il y a encore beaucoup d'aspects à lui apporter. Chaque variante de la princesse que nous avons vue possède des sous-variantes qui chacune donne un nouvel aspect. Il suffit de modifier une petite ligne de dialogue pour emprunter une voix légèrement différente et ainsi débloquer un nouvel aspect. Je vous ai montré que des aspects majeurs, mais sachez qu'il en existe beaucoup d'autres. Peu importe leur nombre, ceux-ci nous mènent au même résultat. Le protagoniste arrive dans le chalet pour se regarder dans le miroir. Cette fois-ci, il ne voit rien du tout. Pourtant, à chaque fois qu'il livrait un réceptacle, il pouvait se voir ici. Enfin, juste une partie de son visage, mais maintenant qu'il a tout accompli, il ne voit plus rien. Avant, on sait même pas à quoi on ressemble, les gars. Hein. Le narrateur se présente à lui, le miroir se brise. Il est ce corbeau. Il va lui expliquer toute la raison et l'objectif de ce monde. Lui, le narrateur, était un être qui avait appris que les derniers instants de l'univers s'approchaient. Il était terrifié à l'idée qu'une fin puisse exister. La peur de la mort et de l'oubli était si forte qu'il a trouvé un moyen de scinder le concept même de la vie et de la mort en deux moitiés. La princesse est le protagoniste. Après cet acte, le narrateur originel a péri. Tout ce qui reste de lui, ce sont des échos de lui-même. Ce sont tous les autres narrateurs dispersés à travers les mondes que nous avons rencontrés. Leur rôle en tant que simple écho est de guider l'une des deux moitiés à tuer l'autre. Ainsi, le concept de la mort disparaîtra et la destruction de l'univers sera empêchée. Ok. La princesse, c'est l'incarnation même du changement, de la transformation, de l'évolution et fatalement de la mort. Elle devient ce qu'on en imagine d'elle. C'est pour cette raison qu'il nous l'a décrite en princesse. On a imaginé une princesse et elle est devenue une princesse. Il nous l'a décrite ainsi pour faciliter sa suppression. C'est pour cette raison aussi qu'il nous a jamais dit qu'elle était une déesse parce qu'elle le serait devenue. Elle est en réalité appelée la masse changeante. Toutes les formes qu'elle a prises représentent assez bien ce concept. Quant à nous, nous sommes l'autre moitié. Nous sommes appelés la quiétude éternelle. Ça, on n'avait pas capté, ça, les gars. Nous avons été créés par le véritable narrateur dans le seul but d'éliminer le concept que représente la princesse. À l'inverse d'elle, nous représentons tout ce qui est lié à l'immobilité, à l'inertie, la constance, la stabilité, la stagnation, la permanence. La mort est l'opposé même de ce que nous représentons. Que ce soit la princesse ou le protagoniste, ils sont tous deux divinités qui autrefois ne faisaient qu'une. Les deux se sont oubliés et ont oublié leur caractère divin. Avant de disparaître, le narrateur les a piégés dans une sorte de boucle simple et efficace. Le sentier, le chalet, la lame, le sous-sol. Ces échos, donc les narrateurs, guident la partie stagnante à tuer la partie mouvante. Franchement, je suis bluffé du jeu, les mecs, c'était incroyable. Merci de me l'avoir recommandé. Hein. On a tapé ça en one shot, c'était trop bien, j'étais trop pris dans l'histoire. Nous avons accompli ce qu'il voulait en tuant la Il princesse. était trop bien. Nous avons obtenu une éternité de stabilité. Le monde n'allait pas se briser certes, mais n'allait pas évoluer non plus. Au final, il n'avait pas si tort en disant que si nous libérons la princesse, alors c'est la fin du monde. Ah, c'est ce qu'on La a eu, ça. princesse, ou plutôt la masse changeante maintenant complète, se présente au protagoniste.
Une appellation qui est en réalité bien indigne du concept qu'elle représente. Elle est l'évolution, le progrès, le développement, le devenir, le mouvement, la transformation. Des concepts tellement immenses que des mots ne peuvent pas vraiment les décrire. Les deux parties sont enfin satisfaites de se retrouver telles qu'elles sont. Le jeu nous a dit que c'était une histoire d'amour. Sachant ça, on se rappelle que les deux parties ont beaucoup traversé avant de se retrouver et surtout s'accepter. Elles ont dû se battre, se trahir, se confronter, se repousser, s'apprivoiser, se comprendre, se haïr pour finalement se pardonner. Moi je ferais bien un jeu Elden Ring avec toutes les formes de la princesse qu'on doit affronter. Tous les réceptacles se présentent pour témoigner de ce que les deux parties ont fait pour se retrouver. Les dialogues diffèrent en fonction de vos décisions dans le jeu. La princesse propose à son autre moitié de redevenir une seule entité. Naturellement, les deux parties acceptent. Ensemble, ils déchirent le tissu de la réalité imposée par le narrateur et retrouvent leur plein potentiel divin. Ils rétablissent le concept de la vie et de la mort avec tout ce qu'il apporte. Ça dépend ce que tu fais, mais en vrai, ouais, ça dure 4 heures. On a mis quoi, les gars? On a mis 4 heures à peu près, je pense. Le positif avec l'évolution, mais fatalement la mort et la destruction à la fin. C'est dans l'ordre des choses après tout. Ils régneront jusqu'à la fin des temps. Le jeu reste fidèle à lui-même et propose d'autres voies si celle-ci ne nous convient pas. Pour les initiés, il faut refuser de faire un avec la masse changeante. Dans ce cas, la voix du héros réintègre le protagoniste dans la prison du narrateur. Ça, c'est incroyable, ça. Il retourne voir la princesse et la trouve dans le chalet débarrassée de toute influence. Elle est aussi consciente de tout ce qu'il s'est passé. Elle lui offre plusieurs possibilités. Premièrement, il a le droit de refuser ce qui lui arrive. Il peut ne pas être prêt à faire un choix. Dans ce cas, la princesse l'informe qu'il vivra ce qu'il a vécu à l'infini car il ne peut échapper à sa destinée. S'il maintient sa position de ne rien choisir, elle utilise sa lame pour le renvoyer au chapitre 1. Tout le jeu se réinitialise depuis le début avec un protagoniste sans aucun souvenir. La deuxième option est d'être d'accord avec le narrateur, refuser la mort et la destruction. Le protagoniste plante brutalement sa lame en son autre moitié pour la briser. Elle regrette tellement ce choix, mais elle lui souhaite tout le bonheur dans cette nouvelle voie. Ah mais c'est super triste, hein. Jamais de la vie, les gars, j'aurais pu prendre un truc comme ça, hein. La princesse meurt véritablement ainsi que son concept. Ah merde. Son autre moitié régnera sur un monde éternel et statique où la mort n'existera plus. La toute dernière option scelle à jamais leur histoire d'amour. Le protagoniste refuse de faire qu'un, refuse de recommencer à l'infini et refuse de tuer la princesse. Il lui propose de vivre leur histoire rien qu'à tous les deux en tant que deux entités distinctes. Ils ont déjà accepté toutes les facettes de l'un et de l'autre. Ils sont tous les deux terrifiés par ce qui pourrait les attendre dehors, mais peu importe. Attends, mais ça c'est incroyable par contre. Ils quittent le chalet main dans la main et vivront comme des mortels sans savoir ce qui les attend. Mais c'est la meilleure fin, ça. C'est la meilleure fin. C'est incroyable la fin où bah ils vivent quoi. Non, en vrai, pour moi la vraie fin c'est la fin où les deux s'acceptent et ils partent en tant que mortels quoi. Parce que bon, la fin où ça devient des divinités, ils fusionnent, bon bah, c'est sympa, c'est un happy ending aussi, mais je sais pas, je trouve que ça les rend un peu vulnérables quoi. Ça les rend humains.